Est-ce que le mois d'avril serait le mois où j'aurais le plus lu depuis le début de l'année sans lire de manga? Eh bien, je pense que oui. Du coup, ça mérite une petite vidéo update lecture pour que je puisse vous montrer ce que j'ai lu, ce que j'en ai pensé, avec un résumé, et pourquoi je l'ai lu ce mois-ci, etc. Enfin bref, je vais essayer de faire les choses bien pour ce premier update lecture. Donc c'est parti avec le premier livre, et je crois que cette intro est l'intro la plus rapide qu'on ait jamais vue sur YouTube. J'espère. Donc le premier livre que j'ai lu au mois d'avril, c'est Les remparts de Saint-Malo, écrit par Héloïse Miquels, et qui est un livre auto-édité. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je lis un livre auto-édité, parce que c'est un truc que je fais jamais. Et du coup, comme cette année, je voulais sortir de ma zone de confort, et oui, vous allez entendre ce terme plusieurs fois dans la vidéo, j'ai décidé d'essayer l'expérience et donc je remercie encore une fois Héloïse pour sa confiance et pour m'avoir permis de lire ce livre en e-book en avant-première en fait avant la sortie du premier tome des aventures de John et Finn, donc les remparts de Saint-Malo. C'est l'histoire en fait de John qui a été enlevé à l'âge de 10 ans par le capitaine Peabody, qui est le capitaine du bateau le Pimberley. John a hérité d'un pouvoir de ses ancêtres qui est qu'il a 9 vies. Donc en gros, il peut mourir 8 fois et toujours vivre. Mais ça, c'est quand même assez génial comme pouvoir, non? Enfin, on aimerait tous avoir ce genre de seconde chance, dans un sens. Donc après plusieurs années de recherche, voire même une vingtaine d'années de recherche, le capitaine Peabody met enfin la main sur le trésor qu'il recherche depuis des années. Et pour ouvrir ce trésor, il faut trouver un descendant et ouvrir le coffre avec le sang de ce descendant. Et donc, il va envoyer John accomplir cette mission. Et John va se retrouver à Saint-Malo, donc le point de départ c'est l'Écosse, et il va se retrouver à Saint-Malo où il va devoir enlever la descendante de cette famille des McAllister. Et finalement, il va se retrouver à enlever la mauvaise personne. Et cette mauvaise personne s'appelle Joséphine. C'est pour ça que le nom des aventures, en gros, c'est John et Finn, parce qu'on est avec John et Joséphine. C'est assez intéressant finalement de voir comment c'est construit ce quiproquo, de savoir qu'au bout d'un moment, ils vont se retrouver à devoir dire la vérité, ou ils sont en train de comprendre que la vérité va bientôt éclater et que eux du coup ils vont devoir la révéler à l'autre, sauf que ça fait trop longtemps déjà qu'ils se connaissent et que lui l'a enlevé pour que elle lui dise que c'est la mauvaise personne finalement. Donc, elle décide en fait de faire, de mentir jusqu'au bout, en gros, et lui, pareil, d'essayer de paraître ce qu'il n'est pas forcément. Et donc, on va avoir comme ça une suite d'aventures, etc., de balades, un peu de visite guidée, un peu historique aussi dans Saint-Malo. Et c'est ça qui est très intéressant, surtout du point de vue de la piraterie, qui est pas forcément un thème récurrent jusque-là dans les fantaisies ou dans le fantastique, même si c'est de plus en plus. Mais là, on est quand même sur un truc vraiment pas mal du tout. Surtout que, en fait, le trésor, à la fin du livre 1, sans vous spoiler bien sûr, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et donc, ça donne envie de lire le tome 2. Voilà. Et ça, c'est très bien fait, très très bien fait. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que déjà, on a quand même un point de vue assez historique. On sait que ça se passe en France, on a plusieurs personnages qui viennent de milieux différents, et ça, c'est super intéressant aussi. Et surtout, on a le point de vue des deux personnages, et ça permet d'avoir plusieurs points de vue et en même temps de savoir finalement ce que l'autre ne sait pas en fait. Voilà, et ça c'est très intéressant. Le fait que ce soit Enemies to Lovers, on voit que ça se construit quand même peu à peu, lentement, mais que c'est présent sans que ce soit trop obvious et que on tombe dans le cliché directement. Et ça aussi, c'est très très bien vu. Et du coup, ce que j'ai envie d'en retenir, c'est que entre les dialogues et entre la fuite de ces deux personnages, on a finalement une visite guidée à travers l'histoire, à travers Saint-Malo, à travers Cancale. On a une histoire qui se déploie, on va dire, sans fioriture, sans trop, voilà. Et c'est super intéressant. J'ai hâte d'avoir les prochains tomes. Il me semble qu'il y en aura deux autres, donc en tout une trilogie. Et donc je vous laisse le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir de quoi il s'agit. Le deuxième livre que j'ai lu au mois d'avril, c'est Les voleurs de fumée, le premier tome, écrit par Sally Green. Alors ce livre-là, je l'ai lu en lecture commune avec les Livromaniacs. Et d'ailleurs, je remercie
Poppies, de la page Instagram Poppies en page, pour m'avoir invitée dans votre groupe de lecture et de m'avoir permis de sortir de ma panne de lecture du mois de mars, qui était... Enfin, j'aime pas trop utiliser le terme panne de lecture parce que j'ai vraiment l'impression que c'est genre la fin du monde. Alors que non, c'est juste normal qu'à des moments on lise plus ou moins. Et en mars, j'ai été un peu plongée dans cette panne de lecture à cause de la Cité de Letton. Le livre m'a complètement perdue, j'avais plus aucun rythme de lecture, je n'avais plus aucun repère, on va dire. Et donc, comme ça me saoulait, j'ai demandé à ce que on me propose des livres qui puissent me sortir de ma panne. Et du coup, Popis m'avait proposé de lire Les voleurs de fumée que je ne connais absolument pas, et que je ne connaissais absolument pas. Et what a surprise! J'ai adoré ce livre qui est de la fantaisie et qui est une fantaisie un peu plus complexe, on va dire, que ce que j'ai l'habitude de lire en temps normal. Je me suis un peu reculée parce que j'avais l'impression d'être en gros plan depuis tout à l'heure, c'était pas hyper agréable. Donc, j'ai mon ordinateur à côté de moi et du coup, je vais vous lire un peu le résumé parce que il n'y a pas vraiment de résumé en fait. Finalement, on présente un peu les différents personnages. Donc voilà, c'est un livre fantasy déjà qui est construit dans un univers très comment dire avec des complications politiques. Voilà, donc on a un système de royauté avec un roi qui est complètement barge et qui veut conquérir tout le monde, on va dire ça comme ça. Et on a un autre pays qui possède quelque chose qui est la fumée de démons. Donc les voleurs de fumée, voilà, fumée c'est la fumée de démons. Et ça en fait, on va comprendre au fur et à mesure de l'histoire que ça a une importance très particulière, mais, mais on ne sait toujours pas à la fin du livre de quoi il en retourne avec cette fameuse fumée. Même si on en apprend plus, je pense que le reste se déploie sur les deux autres tomes. Et normalement, je vais lire le tome 2 au mois de mai. Et j'ai trop hâte, déjà. Donc, je vous lis le résumé avant de me perdre. Donc, c'est un livre avec une princesse visionnaire qui ne va laisser personne lui dicter sa conduite. On a un soldat idéaliste qui est déchiré entre son cœur et ses devoirs. On a une chasseuse intrépide qui traque la plus dangereuse des proies. Donc, sans vous spoiler, il s'agit de la fumée, bien sûr, et des démons. Mais ça, c'est dans les premières pages, vraiment. Donc, bon. On a un traître déterminé à venger le sang de son peuple. On a un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants. Voilà. Et c'est très intriguant dans les premiers chapitres de découvrir qui est qui par rapport à ce résumé. On a un monde immense et magique qui est au bord du chaos, dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Dit comme ça m'a un peu paru young adulte. Mais young adulte dans le mauvais sens, vous voyez. Et finalement, j'ai adoré. J'ai même eu un énorme coup de cœur sur ce livre. Je m'y attendais vraiment pas, je ne connaissais rien du tout, ni l'auteur, ni l'univers, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Alors peut-être que je vis dans une grotte parce que je crois que c'était assez connu en fait sur Instagram, mais moi je connaissais vraiment pas du tout. Et vraiment gros coup de cœur du mois d'avril et même plus gros coup de cœur du début de l'année je pense, mais je sais pas si je me trompe. Bref, parce que je crois avoir... Non, j'avais trop aimé les Bridgerton aussi, le tome 2. Bref. Ce que j'ai aimé, en fait, dans ce livre, déjà, c'est le fait que l'écriture soit fluide et que toutes les infos nous sont données, pas tout d'un coup, mais c'est un peu décanté sur tout le livre. Et du coup, ça m'a permis de pas me perdre et de pas avoir trop d'infos à retenir d'un coup. Parce que c'était l'une de mes craintes à cause de la Cité de l'étang, notamment, où il y avait vraiment beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de noms, beaucoup trop de trucs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, en fait, c'est vraiment inclus dans le récit et c'est pas too much, quoi. Voilà, ça fait pas l'auteur qui veut vraiment donner des infos sur son univers, quoi. C'est vraiment au fur et à mesure des personnages et de ce que les personnages apprennent eux-mêmes dans l'histoire. Voilà. Et ça, c'était très très bien fait, je trouve. Et donc, au début du livre, on a cette histoire de fumée, de démons, et on se demande, en fait, bah, c'est quoi le rapport avec le reste des personnages? Parce qu'il y a des personnages qui sont à l'autre bout de la carte, qui ne connaissent absolument pas la fumée de démons, qui n'en ont jamais entendu parler de leur life. En fait, je suis restée sur le cul parce qu'à la fin,
Enfin, à la fin est complètement improbable, voilà. Et j'ai rien vu venir du tout. Peut-être que quand on a les codes de la fantasy, on voit les choses un peu plus venir, mais moi, je suis je nage dans la fantasy sans trop savoir où je me dirige, et du coup, là, j'ai rien vu venir, et franchement, c'était trop, trop bien. Ce que j'ai adoré aussi, et ça, c'est l'un des trucs les plus importants, je trouve, pour moi, au-delà du fait que bah forcément les actions et le plot doivent être intéressants, c'est que les personnages sont hyper attachants et vraiment j'ai aucun personnage préféré, je pense. Peut-être Catherine qui ressort un peu plus. Catherine qui est en fait cette princesse visionnaire qui ne veut pas qu'on lui dicte ben, c'est ce qu'elle doit faire en fait. Et sur ça, elle m'a un peu fait penser à Daenerys et en même temps à Sansa parce que elle est un peu entre les deux, je trouve. Elle obéit beaucoup à son père qui est bah, le roi finalement, et une figure très très patriarcale enfin, elle vit dans un monde très patriarcal et du coup elle est vraiment, elle a jamais le droit de sortir, elle doit accepter qu'on la marie de force à quelqu'un, etc. Donc ça me fait penser à Sansa, mais dans le sens où elle veut aussi conquérir le monde et qu'elle est prête à tout, euh, à rassembler tout son courage, etc. pour parvenir à ses fins et se faire aimer d'un peuple. Ça m'a fait penser à Daenerys. Et ça ne spoile rien du tout, d'ailleurs que je dise ça, mais c'est, je trouve, très important pour comprendre la manière dont les personnages sont construits dans ce livre, parce qu'en même temps, ils sont tous traités et écrits de manière égale. Il n'y en a pas un qui a plus de défauts que l'autre, ils ont tous autant de défauts que de qualités, de forces que de faiblesses. Et ça, franchement, c'est un truc que je veux vraiment mettre en avant parce que c'est hyper important. Et je dis ça aussi parce qu'en fait, au fur et à mesure du livre, comme je vous le disais dans le résumé, on a autant de personnages et donc ça veut dire autant de points de vue. Mais avec ces points de vue, on a autant de personnages secondaires qui sont eux aussi très importants, eux aussi très attachants. Certes, ils sont secondaires, mais ils ont aussi leur caractère, leurs forces, leurs faiblesses. Et du coup, tous les personnages sont vraiment traités de la même manière et ça, c'est génial. Voilà, je me répète peut-être, mais je trouve, enfin, c'est vraiment ce qui donne la vie en fait au livre et qui donne envie de savoir ce qui va arriver aux personnages. Si on a des personnages qui sont pas attachants, qui sont assez neutres, assez transparents, on va dire, qui n'ont pas de force, de faiblesse, etc. Ben, finalement, c'est pas intéressant à suivre et ben, on va juste lire le livre pour avoir le fin mot de l'histoire. Alors que là, on a vraiment envie de savoir ce qui va leur arriver, de pourquoi ils font telle action, comment ils vont tous se rencontrer au final autour d'une même chose qu'il n'y en a qu'une ou deux personnes qui connaissent. C'est vraiment un truc de ouf en fait. C'est insoupçonné, mais c'est vraiment très très bien. Et du coup, au niveau de la temporalité, parce que j'aime bien parler de la temporalité dans mes avis lecture, c'est qu'on a quelques flashbacks, mais qui sont quand même nécessaires dans la construction des personnages et surtout dans les différents points de vue, parce que finalement, ça permet de comprendre un peu plus l'histoire du pays, des différents pays, l'histoire des rois, etc. On n'est pas noyé dans tout ce qui est arbre généalogique, mais on a quand même quelques infos qui permettent de comprendre en fait d'où proviennent les personnages, pourquoi ils sont comme ça, etc. Et donc ça aussi c'est très très intéressant. Et voilà quoi, je peux que vous conseiller. Et j'ai trop trop hâte de commencer le tome 2. Et voilà, et je passe à un autre livre, sinon je vais pouvoir en parler pendant des heures. Le livre que je vais vous présenter là, ça n'a rien à voir avec le livre que j'ai présenté avant, parce qu'on n'est plus du tout dans la fantaisie fantastique, mais on est dans une fiction historique mais d'événements qui se sont réellement passés à la fin du 19e siècle en France, à Paris, plus précisément à l'hôpital de la Salpêtrière. Vous avez peut-être déjà vu passer ce livre qui est Le bal des folles par Victoria Mass. Et donc, en fait, j'ai vu passer ce livre plusieurs fois sur Instagram, même énormément de fois, en fait. Et à chaque fois, j'ai vu des avis qui étaient complétés par des recherches historiques, etc. Et ça m'a beaucoup intriguée, notamment de lire les approfondissements qu'on pouvait en faire. J'ai eu envie de m'intéresser au sujet. Alors, depuis que je l'ai lu, j'ai pas approfondi ma lecture, j'avoue, mais c'est quand même quelque chose qui m'a fait prendre conscience d'un événement historique. Et bref, j'ai ressenti énormément de choses pendant la lecture de ce livre. J'ai ressenti beaucoup d'injustice, beaucoup d'impuissance. J'étais à certains moments très énervée, au point où enfin j'ai dû venir en story pour en parler quoi, et puis m'énerver un coup en story quoi pour essayer de me, voilà.
Du coup, le résumé, c'est que eh bien, chaque année, à l'hôpital de la Salpêtrière, il y a ce qu'on appelle le bal des folles. Et c'est un bal qui est organisé directement dans les locaux. Un bâtiment ouvre ses portes aux nobles, aux bourgeois de Paris pour partager une soirée donc entre les internés et les visiteurs. Voilà. C'est en fait surtout une sorte de bal caritatif, je pense, où ils pouvaient apporter leur soutien, leur aide pour financer en fait les soins. Et donc je dis deux salles, deux ambiances parce enfin, à la lecture, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait un côté les femmes et d'un côté les hommes. On a celles qu'on enferme de force et on a de l'autre côté les hommes, donc soit la famille qui souvent est à l'origine de l'internement des enfants, c'est très peu de femmes finalement qui le font. On a aussi bien, les médecins ou ce qu'on peut appeler les médecins entre guillemets parce que bon en soi maintenant avec l'œil qu'on a aujourd'hui on peut se douter que c'était pas des vrais médecins vu que dans cet hôpital c'était juste une sorte de grosse prison où on mettait celles qui avaient des troubles psychologiques sans forcément être folles d'ailleurs. Mais bref, c'était plus un enfermement pour pas qu'on s'occupe d'elles, pour ne plus les voir, on les fout dans un coin, elles n'existent plus, plutôt que pour vraiment les soigner et leur apporter un soutien et une guérison en fait. Voilà. Donc là, ça se passe en 1885 et en fait, on va suivre le destin de plusieurs femmes et notamment d'Eugénie qui est finalement envoyée dans cet hôpital par son père parce que on comprend au début du récit en fait qu'elle elle ressent la présence des défunts et qu'elle peut parler, enfin pas parler, mais elle peut communiquer avec les esprits. Donc j'ai été choquée et révoltée en même temps en lisant ce bouquin parce que finalement, on se rend compte de l'impuissance des femmes dans laquelle, enfin, l'impuissance euh, dans laquelle elles étaient mises de force face à l'ego des hommes, comme je vous le disais en intro. Des hommes qui vraisemblablement se sont sentis dans l'insécurité en fait la plus totale, qui se sont sentis menacés à un moment. On va suivre donc l'héroïne Eugénie, mais finalement on va suivre en fait le destin de plusieurs centaines de femmes qui sont internées de force dans cet hôpital slash prison avec le point de vue qu'on a aujourd'hui, mais même du point de vue de l'époque, je pense que c'était considéré comme une prison parce que littéralement elles y étaient emmenées de force, enfermées et surtout on savait à l'époque déjà que quand on allait dans l'hôpital de la Salpêtrière, on n'en ressortait jamais et que eh ben, on était traités comme des aliénés, des folles, des maniaques, des déviantes psychologiques, des femmes qu'on pouvait manipuler à leur guise parce que si elles pleuraient, c'était pas pour telle raison, si elles exprimaient quelque chose, c'était pour telle raison, si elles étaient énervées, c'était parce qu'elles étaient folles. Enfin, c'est vraiment un truc, c'est incroyable en fait parce que juste comment elles sont animalisées, c'est enrageant. Et surtout, comme je vous disais, le comportement des médecins, c'est des pseudo-médecins en fait qui ne sont pas là pour les soigner vraiment, mais pour les observer. Et surtout, le médecin Charcot, je ne sais pas s'il a vraiment existé, mais je pense que c'est inspiré de personnages réels. Et ce médecin, du coup, qui hypnotise les patientes pour leur refaire faire des crises d'hystérie, lui s'amusait à faire ça, à hypnotiser les femmes pour le regard des hommes, d'un point de vue scientifique, alors que maintenant on sait que eh ben, ça ne s'observe pas comme ça, ça ne se soigne pas comme ça, bref. Et du coup, on se rend compte en fait que c'est finalement les hommes qui sont obsédés par un caractère déviant qu'on juge immoral alors que en fait c'est juste quelque chose qu'on ne connaît pas. Et du coup, il y a une phrase que j'aime particulièrement dans le livre et qui résume ça très très bien. L'autrice met si l'on venait à entrer dans cette salle de bal sans en connaître le contexte, on prendrait pour fous et excentriques tous ceux qui, ce soir, ne sont pas censés l'être. Et je trouvais ça très intelligent et très bien dit. On voit là, en fait, dans ce livre, le caractère problématique et du patriarcat, en fait. Voilà, même au 19e siècle, cet hôpital de la Salpêtrière, on ne soignait pas littéralement, mais on observait en fait ce qui était anormal et surtout ces pseudo-scientifiques. Enfin, moi, c'est vraiment c'est le truc des médecins moi qui m'a le plus énervé. J'ai beaucoup appris avec ce livre, même s'il est très très court finalement. L'écriture est très intense, on a peu de dialogue, mais on a beaucoup de descriptions, on a surtout le ressenti des personnages. Je conseille vraiment cette lecture, même si
C'est pas trop votre truc, les fictions historiques, les livres inspirés de faits réels. De manière générale, on est d'accord qu'on ne parle jamais trop du point de vue des femmes dans l'histoire, mais là, ça n'est jamais quelque chose dont on parle en fait. Pourtant, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de l'histoire de France, de ce que les hommes ont fait subir aux femmes, même en France. Et donc, il faut en avoir conscience. Et ce livre, je trouve qu'il ouvre justement la porte à un événement historique, un événement du passé qu'il faut rétablir. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à lire ce livre. Alors, encore une fois, on passe du coq à l'âne au niveau des lectures. Et là, c'est encore pire parce que c'est une autobiographie. C'est un genre que je ne lis jamais. Et du coup, là, c'est l'autobiographie d'Anthony de... En fait, je l'ai vu passer dans l'émission C'est à vous sur France 5. C'est ma nouvelle lubie, en fait, cette émission. J'adore regarder. C'est hyper intéressant. On parle de tout, de films, de séries, de livres. Enfin bref. Et du coup, de manière générale, je suis pas hyper fan d'autobiographie. Et je suis même pas fan des Delon, enfin, je veux dire, leur vie de famille, moi ça me regarde pas et je m'en fous complètement en fait, mais j'ai eu envie de lire ce livre. C'est-à-dire que je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut, et quand je l'ai eu, je me suis dit, il faut que je le lise, parce que ça ne m'est pas sorti de la tête. Et depuis que je l'ai lu, je me sens beaucoup mieux, voilà, je vous le dis. Bon, j'ai pas besoin trop de faire de résumé pour ce livre, en fait c'est une autobiographie comme on s'en doute, quoi, où il revient en fait sur eh bien, son enfance, mais aussi sur des événements marquants de son adolescence, de sa vie d'adulte, d'aujourd'hui, par rapport à ses parents, mais aussi à ses proches, par rapport à d'autres personnes qu'il a pu rencontrer, qui ont pu le guider, l'aider, etc. Et il raconte de manière assez décousue, ben voilà, ses souvenirs d'enfance, ses voyages, ses nombreux déménagements. Et donc il raconte des souvenirs douloureux parce que on sait de notoriété publique, encore une fois, que les Delon, ils ont un problème à transmettre l'amour familial, que c'est que c'est une sorte de malédiction. C'est Anthony Delon qui le dit lui-même dans son livre, en fait, voilà. Du coup, il essaie d'apporter une réponse à cette question, pourquoi on n'arrive pas à s'aimer ou à montrer qu'on s'aime dans cette famille, pourquoi on essaie de se mettre des bâtons dans les roues et de faire souffrir l'un et l'autre. C'est des souvenirs qui l'ont forgé finalement en tant qu'homme, autant en ayant des forces et des faiblesses, comme je le disais. Et donc, il ne montre pas qu'un côté de la médaille en soi, il fait un peu des allers-retours entre le côté positif, le côté négatif et les côtés plus ou moins neutres finalement. Si je peux faire peut-être un commentaire, c'est sur l'écriture, et je trouve que c'était une écriture qui était quand même assez fluide. On n'a pas non plus des envolées lyriques où il se prend pour Shakespeare, on va dire. Donc non, franchement, c'était plutôt intéressant. Si vous aimez bien les autobiographies, ça se lit très très vite, il y a moins de 200 pages. Donc écoutez, ça fait le taf. Voilà. Ensuite, on passe à deux livres que j'ai lus très rapidement, qui sont deux petits livres de Delphine de Vigan. Donc on a tout d'abord Les Gratitudes. Les Gratitudes qui étaient sortis en même temps que le livre Les Loyautés. Le voici. Je me permets de vous le montrer parce que c'est il n'y a que trois livres en physique en fait dans cette update lecture, donc autant les montrer. Voilà. C'est sorti en quelle année ça? Attendez, je vous dis ça tout de suite. En 2020, voilà. Donc ici on a les gratitudes et c'est un livre dans lequel elle va eh bien, revenir sur la notion de remerciement. Combien de fois on a réellement dit merci, l'expression de notre gratitude, de notre reconnaissance, à qui on l'a dit. On croit toujours avoir le temps de dire les choses et puis soudainement c'est trop tard. Voilà, c'est un bon résumé je trouve. Donc c'est une notion assez particulière qui est assez finalement intéressante. Il est très court comme vous pouvez le voir et que j'avais besoin d'un livre qui se lisait vite à ce moment-là. En fait, on va suivre eh bien, plusieurs personnages. On a Mika qui est en train peu à peu de perdre l'usage de la parole. Et autour d'elle, on a deux personnages qui se retrouvent. On a Marie, donc, qui est une jeune femme dont elle est très proche, et on a Jérôme, qui est l'orthophoniste chargé de suivre cette femme. Et finalement, en fait, ce roman, je l'ai trouvé assez touchant, euh, parce qu'on voit déjà comment une relation peut être construite, et comment, même si on ne le ressent pas,
comment les gens peuvent nous aider, nous accompagner, comment les gens peuvent être là, juste être présents. Donc ce livre, en fait, il permet de montrer qu'il y a autant de manières de remercier quelqu'un que d'êtres humains sur la Terre, en fait. Et du coup, ça, c'est... Enfin, ce livre, il tente de comprendre et de transmettre, en fait, cette notion de remerciement à travers ces différents personnages dont on va apprendre le passé, dont on va suivre, en fait, les progressions ou eh bien, les effondrements, on va dire, dans ce sens-là. Je trouve que c'est pas son meilleur livre, et bien je trouve que elle a su, comme d'habitude, en fait, jouer avec les mots. Et encore plus là, parce qu'il y a un des personnages, en fait, qui devient aphasique. L'autrice peut jouer justement avec la construction des mots, avec les assonances, avec les doubles sens. Et ça, c'est un domaine dans lequel Delphine de Vigan excelle, ça c'est clair. C'est pour ça que j'adore ce qu'elle fait d'ailleurs. Mais là, du coup, elle a vraiment l'air de s'amuser avec ça, et du coup, ça donne des dialogues avec des entrées différentes, et donc un sens, plusieurs sens en fait à ce livre. Finalement, on peut le voir de différentes manières. Et du coup, voilà, c'était pas ma meilleure lecture de Delphine de Vigan, mais c'était quand même pas trop mal. Un autre livre du coup de Delphine de Vigan que j'ai lu ce mois-ci, c'est Les Jolis Garçons, qui celui-là est sorti en 2010. Voilà, donc c'est bien, on a 10 ans de différence entre les deux. Et franchement, la différence d'écriture se voit quand même. Faut pas rigoler quoi, ça se voit. Ok. Donc bref, en fait, un beau jour, j'ai acheté ces deux livres-là en même temps parce que j'avais envie de lire des livres courts et surtout j'avais envie de retourner à Delphine de Vigan. Et du coup, j'ai acheté les deux en même temps. Du coup, là, j'ai ressenti la différence d'écriture avec celui-ci. Donc, en gros, pour résumer, on a la vie d'Emma qui, dans trois sortes de petites histoires, donc dans une sorte de nouvelle, on va suivre les aventures amoureuses d'Emma. Bon, ça ne m'a pas forcément emballée, évidemment, parce que bon, voir la vie amoureuse d'un personnage fictif, bon, en soi, ça m'intéresse pas trop. On soit loin de la romance ici, hein, c'est plus une sorte d'analyse comportementale et psychologique de l'amour sur cette personne, si je peux dire, voilà. J'ai pas été emballée du tout par ce livre. Ça ne m'a pas passionnée. Je sais que c'est un personnage fictionnel, mais même là, j'ai l'impression que c'était complètement irréel, que ça n'avait aucune possibilité de se passer dans la vraie vie. J'ai ressenti, mais peut-être un peu trop, le détachement que Delphine de Vigan utilise sur ses personnages. C'était beaucoup trop simplifié. Et puis clairement, le sujet ne m'a pas du tout intéressée. Mais au moins, je me dis que je l'ai lu, voilà. C'est l'un de ses premiers, donc ça devait être lu, et je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un de ses premiers à lire, qui est Jour sans fin. Ça m'a pas bouleversée. Et surtout, la dernière nouvelle, eh ben, je l'ai lue en lecture rapide en fait, parce que j'ai commencé à lire hier soir, je me suis dit non, c'est vraiment pas pour moi. Faut vraiment que je passe à autre chose. J'ai failli abandonner, je me suis dit, tu sais quoi, lecture rapide, termines ça en 20 minutes, on n'en parle plus. Donc c'est ce que j'ai fait, même si ça m'a paru insurmontable. Et franchement, je pense pas avoir raté grand chose, parce que la conclusion, c'est celle à laquelle je m'y attendais finalement. Et donc, autre conclusion, eh bien, c'est que j'ai pas aimé ce livre, voilà. J'ai pas été complètement déçue non plus parce que je m'attendais à rien. Mais sinon, Delphine de Vigan, c'est bien, hein. Je vous jure que c'est bien. Mais ça, c'est pas mon truc en fait, où vraiment je préfère quand c'est un peu plus personnel, un peu plus autobiographique sans vraiment l'être. Enfin bref, très étrange. J'ai un sentiment étrange par rapport à ce livre. Voilà. Mais du coup, je passe à un autre. Comme ça, je parle d'autre chose. Autre livre que j'ai lu au mois d'avril, c'est Can't Help Falling in Love d'Alicia Garnier. Et comme pour l'autobiographie en fait que je vous ai présentée, en fait ça me sort de ma zone de confort parce que ce livre, si vous l'avez vu passer sur Instagram, ce livre c'est de la new romance. Et j'avais envie d'essayer ce livre, pas parce que c'est de la romance, vous vous en doutez bien, parce que depuis le début de la vidéo je dis que je déteste ça, mais c'est parce que c'est Alicia Garnier, alias Muti Take a Book, qui l'a écrit. Et depuis que je regarde des vidéos sur Booktube, etc., elle, c'était l'une des premières que j'ai regardées et j'adorais ce qu'elle faisait. J'avais trop envie de découvrir ce qu'elle écrivait. Et en fait, elle a écrit plusieurs autres livres. Il y en a un qui a été publié, je crois, mais les autres étaient auto-publiés, auto-édités. Et ça m'intéressait pas forcément. Mais là, celui-ci, il m'a tapé dans l'œil, on va dire. Déjà, du point de vue esthétique. Bon, moi, je l'ai pris en e-book parce que, en fait, je l'ai fait acheter à ma médiathèque.
Et en fait, je l'ai oublié à Lille, ce livre, et du coup, j'ai dû le lire en e-book. Je vais essayer d'être claire et précise dans mon avis, parce que j'ai l'impression que depuis le début de cette vidéo, je ne suis pas claire du tout. J'ai l'impression d'être hyper brouillon. Bref, donc on va suivre deux personnages, un personnage féminin, un personnage masculin, comme on s'en doute. Le personnage féminin s'appelle Riley. Elle a une vingtaine d'années, je crois, et en fait, à l'âge de 16 ans, elle a subi quelque chose de traumatisant qui fait que elle a extrêmement de mal avec les relations humaines, autant avec sa famille qu'avec des inconnus. Elle refuse qu'on la touche, même qu'on lui serre la main. Elle déteste le regard des gens, elle déteste parler aux gens, elle est asociale, voilà, un peu le portrait. De l'autre côté, on a Logan, qui est une star de cinéma, une star hollywoodienne, qui vit à Los Angeles, qui, euh, comment dire, qui fait soirée sur soirée sur soirée sur soirée, qui enchaîne les coups d'un soir, la drogue, l'alcool, toutes sortes de choses, un bon cocktail, vous voyez de quoi je veux parler. Mais il y a un soir où ça va trop loin et donc son producteur, son agent décide de le mettre au vert, de l'envoyer à la campagne chez sa mère, dans sa famille en fait. Sauf que, eh bien, surprise, surprise, il déteste sa mère, il a une très très mauvaise relation avec elle et il a une mauvaise aussi relation avec sa sœur, même si c'est moins mauvais, on va dire ça comme ça. Donc bref, il est contraint de se retirer en fait chez sa famille pour, eh bien, euh, comment dire, se sevrer. J'ai pas sur le coup, j'ai pas le terme, mais enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Dans le résumé, c'est est-ce qu'ils vont être tous les deux capables de combattre leurs démons, de combattre leur passé qui est plus que chaotique finalement, pour aller de l'avant et réussir à s'en sortir. Voilà, c'est la question. Bon, comme je vous le disais, c'est de la new romance, et donc, on s'en doute forcément, ça ne spoil rien du tout, hein, mais ces deux personnages vont forcément se rencontrer, et il va y avoir des tensions physiques, etc., morales, ce qui ne m'a pas forcément dérangé, hein, parce que, comme je vous disais, avec la fantasy, quand la romance est bien faite et bien construite, ça me dérange pas. Quand c'est pas imposé, trop obvious, ça me dérange pas du tout. Là, je sais que c'est de la new romance, donc bon, j'ai formaté un peu mon cerveau pour me dire tu vas lire un truc de romance. Voilà. Et du coup, là, j'ai voulu tester pour sortir de ma zone de confort, encore une fois. Et franchement, non, franchement, ça va. J'ai bien aimé, j'ai même adoré parce que finalement, je me suis accrochée au personnage quand même si je me suis tapé un énorme fou rire à en pleurer littéralement. Ça ne m'arrive jamais de rire dans un livre, hein. Enfin, je pleure facilement avec les livres, mais je ris pas souvent, on va dire. Et là, j'ai eu un énorme fou rire à la page 300, qui s'est répété quelques pages plus loin. Parce qu'on a une situation vraiment, mais qui me sortait par les yeux, mais c'est tellement improbable en fait. Enfin, bref. Je me suis beaucoup attachée aux personnages, même aux personnages secondaires, aux amis, à la famille de Riley notamment. Et je trouve que les personnages étaient très bien décrits, ils étaient très réalistes. J'ai trouvé que les sensations, les émotions, les sentiments des personnages étaient très réels, que les moments d'introspection aussi étaient très bien décrits. On ressentait la douleur des personnages, mais aussi des tiraillements entre certaines situations. On a une histoire assez particulière de base, assez touchante, assez bouleversante même. Et je pense que de ce point de vue-là, j'ai préféré le personnage de Logan. Parce que pour moi, il était encore plus réel, je trouve, un peu plus posé que le personnage de Riley. Même si, attention, Riley est un personnage très intéressant, je trouve, parce qu'elle est tellement, enfin, elle est tellement traumatisée en fait que on a envie de savoir comment elle va s'en sortir, comment elle appréhende son passé depuis des années. Et je trouvais que son caractère était très bien travaillé. On n'avait pas de clichés. Et ça, c'est important de le dire, je trouve. On n'avait pas de gros clichés sur son personnage. Page 300, c'était impossible pour moi après de me reconcentrer sur le truc et d'être à fond dedans. Parce que en fait, on a des réactions, mais d'une naïveté, mais inouïe, mais vraiment.
parce que j'ai l'impression que ça sort de nulle part. En fait, d'un coup, elle voit quelque chose, elle y croit, elle fonce dedans, alors que c'est un personnage qui, au contraire, remet tout le temps en question, qui limite suranalyse tout, qui se pose 1000 questions quand elle voit quelque chose, quand elle fait quelque chose. Elle n'est pas du tout à croire ce qu'on lui dit. Enfin bref, c'est vraiment un personnage très intelligent. Donc là, je vais spoiler. Donc, si vous avez envie de lire ce livre, bah, vous pouvez passer un peu plus loin. Mais du coup, en fait, en gros, au bout d'un moment, les deux personnages vont vivre ensemble. Et du coup, bah forcément, au bout d'un moment, ils ont mis en place une sorte de code où eh ben, ils doivent éviter au maximum de se montrer nus l'un devant l'autre. Parce que Riley n'est pas du tout à l'aise avec le corps des autres et son propre corps surtout. Voilà, ils mettent ça en place. Sauf que là, elle est déjà à l'intérieur, lui rentre de l'extérieur et il se dessape parce qu'il est trempé par une pluie diluvienne. Et donc, il se fout à poil. Elle est déjà à moitié à poil parce qu'elle veut aller dans la douche. Et donc, il se voit. Lui, il voit son corps nu pour la première fois. Il se retourne et elle le prend dans le sens où, bah, elle se sent absolument pas désirée. En fait, elle suranalyse par rapport à elle, où elle se dit, ouais, il trouve que je suis pas assez, enfin, je suis pas dans les standards que lui aime. Je suis complètement cassée. Et je trouve que cette réaction n'est absolument, enfin, ne colle absolument pas aux réactions que peut avoir Riley d'habitude, parce que je trouve qu'elle a justement une naïveté qui sort de nulle part et la situation se retrouve quelques pages plus loin où c'est encore une fois une réaction démesurée, une réaction qui est impossible je trouve et qui ne colle absolument pas à son caractère. Et franchement là pour être honnête, j'ai eu envie de rentrer dans le livre et lui foutre une tarte parce que franchement j'avais envie de l'engueuler. C'était pas possible, franchement je me suis énervée, j'ai rigolé et en même temps je me suis énervée contre elle quoi. Voilà, quand je dis que je préfère le personnage de Logan, c'est parce que je trouve que il a un côté beaucoup moins égoïste qui est, même si forcément il pense vraiment un peu qu'à lui, ou il est beaucoup auto-centré sur ses problèmes, ce qui est normal parce qu'il essaie de se battre contre l'addiction qui est la drogue et l'alcool. Il a aussi traversé des choses hyper horribles, des choses très blessantes. Mais en fait, Riley, quand elle pète des câbles, elle impose justement cette violence et cette blessure aux autres. Et elle pète des câbles monstrueux, elle va casser la gueule à des gens, et notamment à Logan, qui parfois se prend des roustes de malade, quoi, mais vraiment. Et en fait, elle est en mode. Enfin, à un moment, il y a vraiment un truc qui m'a choqué, c'est qu'elle parle à sa sœur et qu'elle lui dit: mais comment t'as osé me faire ça? Souffre autant que moi je souffre. Et ça m'a vraiment énervée. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment le summum de l'égoïsme, en fait. Et enfin, bref. Du coup, ça m'a vraiment énervée à ce moment-là. Voilà, j'ai trouvé que c'était un livre très bien écrit, a priori, et que, bon, c'est quand même pas joyeux de base, mais je suis contente d'avoir lu ce genre-là, d'avoir découvert ce genre-là avec ce livre-ci. Et pour moi, l'important, c'est qu'on s'attache au personnage. Et pour moi, là, ça a complètement marché. Donc, j'ai envie de lire le tome 2 très rapidement. Voilà. Là, je suis en train de lire Coming In d'Élodie Fonte et Carole Morel. Mais je peux pas trop vous en parler pour le moment parce que je ne l'ai pas fini. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des planches très jolies, comme celle-ci, par exemple. Voilà. Et voilà, ça a l'air assez bouleversant jusqu'ici, mais je vous en parlerai sur mon prochain update lecture. Aussi à faire un update, le premier de la chaîne, et donc je suis super contente d'avoir fait ça. J'espère que j'ai été assez claire dans mes avis et que ça n'a pas été trop brouillon, que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, parce que j'ai vraiment voulu faire les choses bien, de expliquer pourquoi je me suis tournée vers ce livre à ce moment-là, le résumé, ce que j'en ai pensé, comment le récit était construit, etc. Enfin bref, voilà. Je suis très contente de ce mois d'avril parce que je suis beaucoup sortie de ma zone de confort. J'ai lu pas mal de petits livres, donc ça m'a permis d'en virer pas mal de ma palle. Et franchement, c'est un très beau bilan. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, parce que je vais m'arrêter ici. Je crois que je n'ai plus de place sur mon téléphone et que ça fait plus d'une heure que je tourne. Tous les résumés des livres sont dans la barre de description. Voilà. Donc je vous souhaite eh bien, une bonne fin de journée, une bonne nuit ou autre. Et on se retrouve voilà, en commentaire. Bisous!